maître certifié coach, qui va nous parler de la compétence 11. Comment clôturer une mission de coaching et en tout cas aussi une session de coaching. Compétence 11, dont le texte officiel c'est gérer les progrès et la responsabilité du client. À tout de suite. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez ma présentation à l'écran. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Plaisir. C'est un drôle d'exercice parce que pour la personne, parce qu'on parle à une caméra avec pas trop d'interaction, il faut le dire. Oui. Demander de baisser le niveau de ton micro. Baisser le niveau de ton micro. Oui. Alors j'y vais. Voilà. Hop. 33. Dites 33. Est-ce que c'est nettement meilleur. Tu veux encore moins? Non, c'est parfait. Dites 33. Merci docteur. Donc ce que je vous disais, c'est un exercice assez rigolo parce qu'en fait on parle à une caméra en sachant qu'il y a plein de gens derrière. Et donc il suffit d'avoir l'ego au bon endroit. Parce que si on a un ego surdimensionné, on s'écoute parler. Si on a un ego sous-dimensionné et un juge intérieur très très actif, il se dit mais qu'est-ce qu'il pense? Tout est en silence, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors rassurez-vous, je vais très bien. Donc j'ai activé mon coach intérieur, j'ai demandé à mon juge intérieur d'aller prendre quelques vacances et je suis ravi d'être avec vous. Alors j'ai un petit deal à vous proposer, c'est quand vous avez envie quand vous me dites que vous riez, vous faites un lol dans le chat, ça me fera plaisir. Quand vous avez des questions, posez-les-moi et je ferai des chapitres de façon à ce que vous puissiez avoir le temps de poser vos questions et moi de vous répondre évidemment. Et donc, je sais que je vais parler une cinquantaine de minutes, 50-55 minutes. Et voilà, Philippe est en train de vous dire à tous que si le son est encore trop fort pour vous, il est important de baisser le son de vos propres haut-parleurs. Comme ça, ce sera plus confortable pour vous. Voilà. Moi, je vais pas me mettre à chanter, rassurez-vous, tout va aller. Vous allez bien m'entendre. Donc, vous voyez, le titre d'aujourd'hui, c'est pour une relation interdépendante, authentique, menant à l'autonomisation des deux parties. Il est clair que c'est un point fondamental parce que nous, coachs, notre job est de pousser notre client en dehors de chez nous. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Je me présente en 2 petites minutes. Moi, au départ, je suis économiste. J'ai travaillé pour des multinationales américaines, puis j'ai fondé ma propre compagnie en communication, corporate, interpersonnelle. Je donne des cours à l'université. J'ai fait des formations pour formateurs, pour cadres d'entreprise pendant des années. Et en commençant déjà en 94, puisqu'on est en Belgique, 94 pour les Français, à avoir cette attitude coach dans mes cours à l'université ou dans mes formations pour adultes. Et puis je me suis professionnalisée. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dès le départ, dans ICF Belgique, quand ICF Belgique a été créé en 2002, je me suis tout de suite portée volontaire. Parce qu'il est important qu'on puisse donner à la profession autant qu'elle nous donne. Elle nous donne énormément. Et je vous invite aussi à penser de la façon dont vous pouvez contribuer à la fédération. C'est notre fédération professionnelle. Nous créons cette profession ensemble. Et ce qui est important aussi, donc, c'est suivre ses 11 compétences. Alors, vous savez que j'ai une école, voilà, elle s'appelle Novatera. Elle est établie dans plusieurs pays et pour le moment, je suis en train de terminer ma 13e année de volontariat auprès de l'ICF parce que j'ai commencé en 2002, on est en 2015, fin 2015 et je suis membre encore aujourd'hui du Regional Advisory Council qui sont ces 5 personnes en fait, Hongrie, Turquie, Finlande, Angleterre et moi. Enfin moi pour la Belgique, et donc nous sommes la liaison entre les chapitres nationaux et le Global Board. Voilà. Je vous invite tous à monter à bord, à vous offrir une belle carrière internationale. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en train de m'entendre pour le moment, que c'est la chatouille, et laissez-vous chatouiller. C'est une très bonne chose parce qu'on reçoit énormément. C'est important de pouvoir donner. Pas dans le but de recevoir, certainement pas. Donner de façon gratuite, c'est important, mais on se sent tellement bien. Alors j'ai le plaisir de vous donner avec tout mon cœur ce que je pense de la compétence 11, donc on va la défiler ensemble. Et voilà, donc ça va commencer par... Je vais vous proposer d'abord d'analyser
cette compétence. Alors, j'ai repris en fait la compétence telle qu'elle est reprise, telle qu'elle est indiquée dans le site internet. Alors, très sincèrement, j'ai pas trop aimé la traduction parce que c'est une traduction. Je vais faire la remarque à l'ICF qu'elle est pas de bonne qualité du tout. On sent que c'est du Google Traduction, ça ne va pas. Donc, j'ai pris ma traduction qui était déjà une traduction qui existait depuis pas mal d'années déjà et que nous utilisons. Donc, c'est ce texte-là que j'ai pris. Voilà. Alors, il faut bien vous dire aussi que quand on parle d'encadrement, on parle de coaching. C'est une traduction qui a été faite. Mais c'est pas mal déjà de commencer. Je rigole parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Venez déjà commencer dans votre chapitre ». Ben oui, tu commences d'abord dans ton chapitre, ça me paraît évident. Moi, je n'ai 6 ans à mon chapitre avant de passer à l'international. Donc, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Bien, je reviens à la compétence. Alors, donc, on va la dérouler. La compétence 11, gérer les progrès et la responsabilité, c'est quoi? C'est que c'est une aptitude à maintenir l'attention sur ce qui est important pour le client et à laisser la responsabilité entre les mains du client pour ses propres actions. C'est pour ça que je parle d'emblée d'autonomie. Alors, pour chaque compétence ici, vous l'avez remarqué, il y a des tirets. Et les tirets, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de performance ou les indicateurs de mesurage. Comment est-ce qu'on mesure que vous avez cette aptitude en tant que coach? La première chose, c'est qu'un coach va exiger. Alors, le mot exiger, moi, je bondis quand je lis ça, mais en fait, on va dire demander clairement au client des actions qui feront évoluer vers des objectifs fixés. Il y a trop de coachs qui donnent des devoirs. Il y a trop de coachs qui disent, mais tu pourrais faire ça. On sort du métier. Ce que je vous invite vraiment est à comprendre une chose, c'est que la compétence 11 est intimement liée à la compétence 2, c'est-à-dire établir le cadre. Si vous avez au départ du processus des objectifs et des indicateurs de performance pour tout le chemin de coaching, qui soit très clair, les actions déjà vont en découler de la qualité d'établissement de vos objectifs et de vos KPI, parce que moi j'utilise le terme KPI, Key Performance Indicator. Sorry pour ceux qui sont très très francophiles et puristes, mais c'est les KPI, donc je vais utiliser le terme KPI. Si les objectifs et les KPI sont très bien fixés, et ça c'est la compétence 2, donc vous avez un cadre clair, que ce soit pour le trajet de coaching, que ce soit pour chaque séance de coaching, automatiquement déjà les actions vont être induites de ce processus. Bien. La question que vous devez vous poser, c'est à quel rythme définir ces actions? Il y a des clients, vous leur demandez, allez, vas-y, c'est compétence 9, vas-y à l'action, qu'est-ce qui va t'amener, tu as tes ressources, etc. Compétence 10, tu vas les planifier. Puis vient la compétence 11, c'est-à-dire comment est-ce que mon client va les prendre sur lui, les actions. Et donc, c'est se demander, moi en tant que coach, est-ce que j'ai le bon rythme? Est-ce que je pousse pas trop? Souvent, on pourrait vous dire, tiens, est-ce que c'est un coach mou? Ou est-ce que c'est un coach, au contraire, un peu bullish, comme disent les Anglais? Bullish, c'est le taureau qui pousse un peu son client dans des sillons de l'action, peut-être un peu trop vite. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ses propres drivers. Et il y a 2 drivers qui sont importants. Là, c'est le dépêche-toi. Le coach qui veut aller trop vite dans l'action. Il y a des moments, j'y reviendrai un peu plus tard tout à l'heure, c'est que des moments, le deuil par exemple, les gens ne sont pas prêts à faire des actions. Le fait d'être chez vous est en soi une action. Et ça, j'aimerais bien que vous le compreniez déjà. Le fait de prendre un rendez-vous pour une séance suivante est en soi déjà une action. Maintenant, ça ne suffit pas, bien sûr, mais il faut voir aussi la disposition de la personne de faire des actions. Et la qualité et le nombre d'actions dépendra du cycle de la personne, où elle se trouve dans sa transition de vie. On est en départ de projet, la personne est prête, elle est excitée, elle a envie de faire des tas de choses, elle a la niaque, elle a une motivation, elle avance, elle va vous donner un plan complet. La personne qui, au contraire, est sous le choc, ou est en train dans une grande tristesse, ou a peur, ou des raisons qui sont réelles, donc rationnelles, quand on a éloigné l'irrationalité de la peur, eh bien, on peut simplement se dire que dans ce cas-là, les gens ne sont pas prêts à aller faire des grandes actions. On ne va pas mettre des bottes de 7 lieues quand une personne fait du 35 Fiat. Il faut quand même qu'elle puisse s'occuper la botte, quand même.
Bien. Et donc, j'insiste de ne jamais imposer une action. C'est encourager. C'est encourager et faire en sorte que les actions soient induites et viennent par le client. Alors, un deuxième KPI dans la compétence 11, c'est assurer un suivi en posant des questions sur les actions sur lesquelles le client s'est engagé au cours des séances précédentes. Vous ne pouvez pas commencer une deuxième, une troisième, une quatrième séance de coaching sans demander comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'en es sorti, et qu'est-ce que tu as fait. Et moi, je suis encore plus intéressée par ce que tu n'as pas fait. Parce que là, ça me donne un indicateur, sur les scénarios de vie. La personne n'est pas sûre d'elle, n'a pas confiance en elle, ou a la peur de rater, ou encore plus insidieux, la peur de réussir, elle ne va pas faire ses actions. Parce qu'elle va se bloquer. Et donc, vous avez une pièce de travail là sur la personne qui n'a pas fait d'action. D'abord, on ne juge pas, ça me paraît évident, ça vous le savez. C'est dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je pose la question de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas mis ça en place sans jugement? Je reviendrai aussi sur le fait qu'il y a des comportements passifs, c'est d'une slide plus tard, j'y reviendrai. Donc voilà. Alors, j'ai Jacques qui me dit, j'aime bien entendre qu'il faut une certaine synchronicité avec le coaché dans le respect de son... Évidemment, ça me paraît clair. Mais ça, c'est la compétence 4. Donc, dans la présence, la danse, tu vas pas faire du rock'n'roll quand les autres font, quand ton client fait de la valse lente ou un petit slow tranquille. Donc, on se synchronise. Je te remercie. Bien. Alors, donc, l'assurer le suivi, c'est vraiment commencer la séance de coaching et prenez le temps pour voir ce qui s'est passé. Donc, voir évidemment le rythme du client, voir ce qui s'est passé, s'il est en passivité ou pas. Mais soyez conscient d'une autre chose. C'est qu'il peut y avoir des clients qui sont dans le driver fait plaisir. Je vous explique. Fin de la séance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on a envie d'entendre un plan d'action, ça me paraît clair. Et le client, on va dire, un peu pour faire plaisir à son coach. Ah, ben, je vais faire ça, ça, ça. Et vous vous étonnez qu'il ne passe rien. Ça, c'est la personne qui donc fait plaisir. Et si vous ne le voyez pas, c'est que le client va répondre. Il peut aussi répondre parce qu'il est un enfant soumis. Je fais des références à l'analyse transactionnelle et qui vous dit oui, je vais le faire. Ou il peut aussi le dire en enfant rebelle, oui, je vais le faire, mais j'en pense pas moins. Donc là, vous pouvez voir les différents cas de figure. Soyez conscient de ça. Donc, le driver fait plaisir chez le client, mais aussi un état du moi, enfant soumis ou enfant rebelle. Mais il n'est pas dans son adulte. Donc, je vous invite vraiment à analyser dans l'état du moi adulte où tu en es. Alors, troisième KPI, reconnaître ce que le client a fait, n'a pas fait, a pris, ou ce dont il a pris conscience durant les dernières séances d'encadrement. Je vous invite vraiment à célébrer. Il y a une petite chose qui est faite, c'est bon, bravo. Au plus vous allez valoriser votre client, même dans des petites actions, au plus il va entrer dans ce qu'on appelle le cercle positif, dans le cercle vertueux. C'est-à-dire, tiens, je fais une première action, ah, ça marche. Ah, je me redresse, ça va bien. Ça va m'encourager à en faire une seconde. Je vais faire une seconde action. Et donc, et comme ça, la personne se redresse, son entourage le remarque, l'encourage, et hop, en avant, on est parti. Et alors, le rythme peut augmenter. Le rythme peut aller de plus en plus, pas nécessairement plus rapide, mais avec plus d'impact. Bien. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas les slides. Voilà. Bien. Alors, je laisse Philippe traiter la partie technique. Voilà, merci Philippe. Je passe à la slide suivante. On continue dans les KPI. Préparer efficacement, organiser, passer en revue les informations du client obtenues pendant les séances. Vous savez que John Whitmore disait, donc le GROW, dans le modèle GROW que tout le monde connaît, le W c'est willingness, mais aussi wrap-up. Il est important en fin de séance, mais moi je vais vous inviter à ne pas être linéaire. Il ne faut pas attendre la fin de la séance pour faire une action. Chaque fois que le client dit, chaque fois qu'il y a ce aha moment, donc c'est la compétence 8, la prise de conscience, moi j'aime bien poser la question, à ce moment-là, quand je sens qu'il y a un tilt, qu'est-ce que tu décides? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Et donc vous pouvez régulièrement, au milieu de votre séance de coaching, aller hop en avant, en faire. Le poisson est là, je mets le filet. Et qu'est-ce que tu en fais? Et comment tu implémentes? Comment tu mets en œuvre? Parce que là, vous pouvez avoir énormément d'actions qui sont prises
en cours de séance. Et on le voit très bien quand on fait passer les fameux examens de certification DCF. Beaucoup de coachs ont tendance à attendre la fin. Et là, qu'est-ce que tu veux faire? Et ils n'ont pas pris le poisson en route, parce qu'il y a des poissons qui sont là, et on peut les prendre et en avant. Donc donnez-vous la permission d'être non linéaire dans un processus de coaching. Toutes les compétences seront là, mais pas obligé d'être chronologique dans la compétence. Le suivant, maintenir le client sur le bon chemin entre les séances en suivant le plan d'encadrement et de coaching et les résultats, les plans d'action acceptés et les sujets des séances à venir. Bien. Toute la question est à quel rythme se voir. Mais une fois de plus, c'est du cas par cas. Vous avez quelqu'un qui est en processus de transition de vie, il a besoin de vous voir de façon plus rapprochée. Moi, je vous conseille vraiment, et ça sort de mon expérience depuis plus de 20 ans maintenant, je préfère alors avoir ne fût-ce que 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais plus rapprochée, toutes les semaines, sans que ça devienne la psychothérapie, on est bien d'accord, plutôt qu'une séance de 1h30, 2 heures tous les mois. Pourquoi? Parce que la personne a vraiment besoin de son petit coup de pouce régulier. Et donc ça peut à la limite être un email, c'est être un contact avec vous de façon à ce que se sente encouragé. Mais il ne faut pas non plus aller trop court. Je connaissais un coach qui faisait du coaching par SMS. Il avait plus de vie, le brave. Donc, il était tout le temps, on l'envoyait dans les séances ICF avec son GSM en train de répondre. Je dis, mais attends, où est ta vie privée là-dedans? Et ça c'est trop, je pense. Donc, vous allez trouver le juste rythme, le juste équilibre. Et bon, c'est extrêmement important de se rendre compte que le client a besoin d'être respecté. Vous savez, Jacques, tu parlais de synchronisation. Oui, oui et oui. Mais là aussi, dans le rythme des séances. Alors, par contre, un chef d'entreprise, lui, une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Une fois toutes les 6 semaines, ça suffit amplement. Moi, j'ai un gars, c'est très drôle. Il fait détartrage coach. Il vient deux fois par an. Mais dans son calepin, il y a toute une série de choses écrites, les choses dont il est content, les choses qu'il a traitées avec moi. Et c'est détartrage et coach. Il vient 2 fois par mois, mais on passe la matinée alors. Et on y va, on est parti pour 3 heures, etc. C'est le seul client que je reçois en 3 heures, parce que je suis épuisée. Donc ne prenez pas trop de clients avec des séances trop longues. Donc il faut bien réfléchir à sa gestion d'énergie, la qualité de son écoute qui doit être totale, holistique. Donc avec le corps, le mental, les émotions et le sens des choses pour parler de spiritualité. Donc un coaching que moi j'appelle ontologique. Donc ça, vraiment une écoute totale. Je pense que 1h30, 2 heures est amplement suffisant. Ceci dit, le KPI suivant, c'est se concentrer sur le plan de coaching, mais être ouvert à l'ajustement des comportements, des actions basées sur le processus d'encadrement et des changements de direction pendant les séances. Soyez flexible. Soyez flexible. Il y a des vacances, on les laisse passer. Il ne faut pas être à l'arraché. Il ne faut pas être tout le temps en train de pousser trop son client, parce que si votre client est un rebelle, qu'est-ce qui va se passer dans l'état du moi, enfant rebelle, ou c'est un rebelle de personnalité, et je fais référence à la PCM, mais il va vous inviter, il va vous inventer 25 000 excuses, d'accord, et il va procrastiner dans ces séances, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc aussi, je vous invite aussi, et c'est le KPI suivant, c'est être capable de passer de la vue d'ensemble vers laquelle le client se dirige à l'établissement d'un contexte pour ce qui est discuté où le client souhaite arriver. Vous ne connaissez pas son contexte, lui, si. Il a peut-être des circonstances atténuantes. L'histoire, c'est qu'il faut bien vérifier que son plan d'action est SMART-TECH. Alors, SMART, tout le monde connaît. Il faut ajouter EC, c'est-à-dire écologique et sous son contrôle. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires, c'est pas sous son contrôle parce qu'il faut un client. En revanche, je vais mettre mon site internet en ligne et faire mon leaflet, mon dépliant, ça c'est sous son contrôle. Faites bien la différence, attention à ça. Donc ne prenez pas tout comme action. Je continue dans le déroulé des KPI de la compétence 11. Donc, vous allez, en tant que coach, promouvoir l'autodiscipline du client et le tenir responsable de ce qu'il affirme pouvoir faire, les résultats d'une action prévue ou d'un plan spécifique avec des délais correspondants. Vous avez en face de vous un adulte responsable. Prenez les agendas. Qu'il prenne son agenda, qu'il regarde, qu'il fasse son plan d'action, qu'il tienne la route, qu'il ne soit pas trop ambitieux. Parce que si moi je vous dis, je vous offre $1 million, si dans 10 secondes vous êtes au top de l'ivresse, il n'y a personne d'entre vous qui va se lever.
Et c'est normal, c'est infaisable. Donc c'est pour ça qu'il faut des actions tout à fait smart-tech, il faut des actions qui soient logiques. Et donc je fais appel à votre adulte, votre état du mois adulte, pour appeler l'état du mois adulte du client. Et déjà vous augmentez son autonomie et sa responsabilité. Alors, les deux dernières KPI, c'est vraiment sur l'autonomie, la capacité du client et le fait que s'il n'a pas pris les actions convenues, là, l'ICF invite effectivement à confronter. Alors, je rappelle ce que c'est qu'une confrontation. On n'est pas comme deux béliers. Une confrontation, imaginez un danseur, une danseuse dans un pas de deux. Comment veux-tu que je mette ma jambe? Et toi, si tu le fais, et si tu faisais ça? C'est se mettre vraiment au diapason de l'autre et faire en sorte que on confronte, c'est-à-dire ça veut dire avec, on voit front avec deux positions différentes. Comment est-ce que ça fonctionne quand on va comme ça? Donc, est-ce que ton plan d'action fonctionne par rapport à ta vie? Est-ce qu'il ne fonctionne pas pour le moment par rapport à ta vie? C'est OK, il n'y a pas de jugement, il y a simplement une clarification à demander à son client. Et si vous dites, moi je ne suis pas en mesure de faire quelque chose, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis vraiment apathique pour le moment. De quoi as-tu besoin? Et peut-être que la personne a simplement besoin de prendre des vacances. C'est OK. C'est pas à vous à juger. C'est à elle à connaître. Bien. Alors, notre job en tant que client, c'est vraiment amener le client à l'autonomie. Alors, avant d'aller jusque-là, est-ce que vous avez des questions sur les KPI et la façon dont ICF a architecturé donc les 11 compétences, ces compétences 11? Je vous laisse un petit temps. Je ne vois rien venir. SmartTech ou SmartCAC? C'est quoi ce SmartCAC? Yotis, je ne te comprends pas. Donc voilà. OK, pas de questions. Ravi de votre pragmatisme. Merci. Vérifie le son, ça c'est pas pour moi. Voilà. C'est quoi SmartCAC? Ça va un brin trop vite pour moi. Clio, d'accord. Je te remercie. SmartCAC viendra plus tard. Bien. Clio, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois répéter? Dites-le moi. Merci à toi. D'accord. KPI, Adeline, je répète. Les consultants connaissent bien ce terme. C'est Key Performance Indicator, donc indicateur clé de réussite. Quand on a un objectif, il est important de savoir comment on va voir qu'on atteint l'objectif. Qu'est-ce qui nous indique que l'objectif est atteint? D'accord? Et donc, il est important, et c'est pour ça que la compétence 11 est intimement liée à la compétence 2, qui est l'établissement justement des objectifs clairs, et le cadre, que tout ça soit très très clair pour savoir dès lors les attentes du client par rapport, c'est ce que Yotis a expliqué, les attentes du coaching de la séance, tout à fait. Donc les attentes seront déjà là dans l'objectif et la KPI et sont déjà là, ce qui vous permet de savoir ce que le client attend. Moi, j'ai une petite phrase pour établir un KPI. Qu'est-ce que tu veux concrètement ou qu'est-ce que vous voulez concrètement en fin de séance? En main. Qu'est-ce que vous voulez avoir en main en sortant de chez moi, en sortant d'ici? Qu'est-ce que vous allez avoir en main? Et votre client va vous dire, un plan d'action. Et posez-lui la question, c'est combien d'actions, un plan d'action pour vous? Il y a des clients pour lesquels une action c'est bon, pour d'autres il en faut 10. Donc, sachez le nombre d'actions que ça représente. Donc, si les KPI sont clairs, vous savez où vous amenez votre client. Il a besoin de ces 3 actions? OK. On va vers les 3 actions. Et quand il a ces 3 actions, vous pouvez lui demander, vous êtes content? Vous en voulez encore d'autres. Et là, votre client, en fait, il sait exactement ce dont il a besoin. Souvenez-vous que nous avons ce présupposé de base, que le client sait ce qu'il lui faut, il connaît ses solutions, mais c'est pas nécessairement qu'il sait. Donc, c'est dans les étapes d'apprentissage de Bateson. Vous savez que, d'abord, je ne sais pas que je ne sais pas, je suis donc en incompétence inconsciente, puis j'apprends que je ne sais pas, donc je deviens en incompétence consciente, et puis normalement dans les étapes de l'apprentissage, je deviens compétent conscient, et puis je redeviens compétent inconscient. En coaching, on inverse. Je suis déjà compétent, mais c'est inconscient. Retenez ça parce que c'est fondamental. Donc notre job, c'est de faire en sorte que le client sache ce qu'il sait, donc il aille chercher ses ressources et automatiquement son plan va suivre. Bien.
Quelle est la différence entre un coach et un project manager, plan action, résultat, délai? Ah, c'est Anna Cruz. Longue liste. Donne-moi 2 slides et je te réponds. Alors, les phases de l'autonomie maintenant. Je vous ai dit au départ, donc toute cette compétence 11, gérer les progrès et la responsabilité, c'est mener le client à progresser, à être responsable, donc in fine à être autonome. Alors, c'est quoi l'autonomie? Alors, beaucoup peuvent se référer, c'est Vincent Lénard qui l'avait créé, il y a toute une série de psychologues qui ont parlé de l'autonomie et dans toute une série de livres. L'autonomie, on l'a décrit en 4 ou 7 étapes, enfin les 4 sont divisées en sous-étapes, mais ça revient au même. Il y a une première étape, prenez la mère et l'enfant, prenez un couple qui vient de se rencontrer, l'enfant qui vient de naître, c'est vraiment une dépendance réciproque. L'enfant ne peut pas vivre sans sa mère. La mère, elle a besoin de son bébé, elle est tout à fait prête. Au début, un couple qui est en phase fusionnelle, c'est exactement la même chose. Il peut se passer ça quand un transfert s'organise dans un couple coach-client. Il faut être conscient de ça. Et attention, parce qu'on pourrait basculer dans la psychothérapie, et j'y reviendrai. Après vient une période de contre-dépendance, c'est-à-dire je vais voir ailleurs, j'ai envie de dire non, j'ai envie de m'éloigner, mais j'y arrive pas trop. Donc il y a une phase, ça peut être une agressivité. C'est l'enfant qui commence à tester jusqu'au moment où le parent dit non. Et si le parent dit pas non, il ira encore plus loin parce qu'il a besoin de ses frontières. Mais c'est aussi la mère qui dit « Ah ben moi je vais reprendre mes cours de fitness et de salsa, j'ai un peu droit à ma liberté. » Alors, c'est une période saine. Et alors ça peut aller vers l'étape suivante qui est l'indépendance totale, c'est-à-dire on se sépare. Et là vous avez ça souvent dans des couples où on s'est tellement mangé l'espace l'un l'autre qu'à un moment on en a marre et les gens ont besoin d'air. Alors contre-dépendance, ils prendront un petit peu d'air, on ira faire un voyage avec les copines, les autres avec le copain, mais quand ça devient de l'indépendance, là, il y a une séparation. C'est la phase ado, c'est la phase plutôt ado vers adulte d'un enfant. Et puis arrive cette magnifique phase d'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est quoi? C'est en fait se rendre compte qu'on peut vivre l'un à côté de l'autre, l'un en face de l'autre, même ou plus loin, sans avoir nécessairement besoin de l'autre, mais en étant content d'être avec l'autre et en pouvant se dire au revoir. C'est magnifique. Eh bien, c'est la façon dont nous devons concevoir une relation de coaching. Ça implique qu'il faut toujours demander une séance de bouclage. Je vous donne quelques exemples perso. Bon, soit vous pouvez avoir des exemples perso, mais d'abord je vais vous donner des exemples généraux. Quand vous travaillez pour une entreprise, vous êtes executive coach, vous recevez un budget d'heures, 10, 20, 30 heures, rarement plus. Vraiment, en général c'est 10 à 20 heures. Vous savez, un budget d'heures. Donc vous savez que la dernière heure, il faut un protocole de bouclage. Au même titre que vous avez fait un protocole de démarrage, il faut un protocole de bouclage. Je vous laisse définir votre protocole de bouclage, mais il doit être rigoriste, rigoureux et phasé. Donc avec comment est-ce qu'on termine bien l'entreprise, avec le coaché bien sûr, mais aussi avec son supérieur hiérarchique. En fait, les mêmes acteurs qu'au départ. Si vous avez bien une réunion d'alignement au départ, vous prenez les mêmes acteurs, vous recommencez et on gère les progrès ensemble, on félicite, on célèbre et on voit qu'est-ce qui vient après. Après du coaching, ça peut être souvent du mentoring, ou peut-être des morceaux de formation qui manquent. Enfin bon, il ne faut pas laisser le processus de coaching tomber, parce que la personne, vous savez bien, pleine de bonnes dispositions au départ, et puis ça peut tomber. Donc, comment faire un processus de relance en entreprise? Maintenant, en live coaching, il va vous arriver... Moi, je connais des coachs et sincèrement, ça me choque. Ils voient quelqu'un qui arrive, tu dois directement prendre 10 heures de coaching. Ah bon? Moi, vous savez, le client, il vient chez moi, je dis, viens, je demande pour la première fois, est-ce que tu veux bien venir 2 heures? Et puis, on fait le point. T'arrêtes ou tu continues? Ou vous arrêtez, vous continuez. Je laisse mon client libre parce que je le considère comme un adulte autonome responsable. Et je pars du principe que s'il en a besoin, c'est pas à moi de déterminer son budget. De temps, d'énergie et d'argent, c'est à lui. Maintenant, c'est à moi aussi à voir. Si j'estime qu'il veut plus, on va discuter du prix, on va voir. Moi, un jour, une personne, j'avais vraiment envie de la suivre parce que c'était vraiment une très très belle personne. Et il me dit, moi, j'ai pas plus de 125 € par mois. Et je dis, ok, j'accepte. Et bien, vous savez ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi cette personne pendant 1 an.
Et c'était une transition de vie, il hésitait à se marier, enfin, il y avait un petit peu, il y avait du live, du personal, professional coaching. Et à la fin, la dernière séance de bouclage, il me dit, attendez, j'ai quelque chose pour vous, je vais chercher dans la voiture. Et il arrive avec un de ces bouquets de fleurs, je vous assure, je l'ai photographié tellement il était grand. Il me dit, c'est de la part de ma femme. Je dis, ah bon? Ben oui, je l'ai demandé en mariage. Elle vous remercie, moi j'ai rien fait. Moi j'ai fait que poser des questions. Mais enfin, c'était mignon comme tout. Et donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la flexibilité dans les actions, c'est aussi flexibilité sur le processus. Mais, et ça j'insiste, clarté. Parce que si vous n'avez pas la clarté, la transparence sur le processus, vous ne pouvez pas aller vers la compétence 3 qui est l'intimité. Si les bases sont floues, si le cadre est flou, on ne sait pas avoir confiance, ce n'est pas possible. Donc la présence ne sera pas là. Merci pour le smiley. Et je dis merci à Clio. Voilà. Donc, demandez le bouclage. Moi, je dis à un life coach, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mais vous me le dites parce que j'ai un protocole de bouclage et j'y tiens. Alors, ce qui m'amène à vous dire que souvent, on peut se retrouver dans des situations de manque d'autonomie. Alors, le manque d'autonomie, je vois Philippe que tu descends la slide, c'est mignon. C'est bien de te savoir là, je te remercie. Il peut y avoir un manque d'autonomie chez le client, mais j'y viendrai avec la slide suivante, chez le coach aussi. Alors, allons voir d'abord ce qui peut se passer chez le client. Donc, il peut y avoir le fameux transfert dont je vous parle. Le transfert, c'est quoi? Si on se réfère à l'analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle la demande symbiotique. Moi, client, je me mets dans mon état du moi enfant et c'est mon coach qui a l'état du moi adulte et l'état du moi parent. Donc, on est à 2 sur 3 états du moi. Ça veut dire que moi, je me coupe les ailes en tant que client et j'estime que je ne suis pas capable de le faire sans mon coach. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est le transfert au sens psychologique du terme, c'est que je peux prendre mon client, mon coach, pour mon parent. Bienveillant, ou peut-être critique, j'en sais rien, ce que je plaque sur son visage. Mais donc je me rends dépendant et je ne suis plus en autonomie. Alors, ne soyons pas dupes, coach. Tout client va nous mettre en transfert. Tout client va faire un transfert sur nous, c'est évident. Seulement c'est à nous de ne pas contre-transférer, de nous répondre à son transfert. Il me prend pour sa maman, je vais faire sa maman. Non, 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 non. Mais par contre, rien ne vous empêche d'accepter une série d'interactions. La personne est triste, mais soyez évidemment dans un état du moi parent nourricier, il en a besoin. Mais à la fin de la séance, sortira de chez vous un adulte autonome et responsable. C'est ça que je veux vous dire. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la séance, laissez-vous danser. Si vous devez aller à un slow, c'est très bien, mais vous le laissez sortir en personne, redresser. Moi, je regarde les épaules de mon client. Elle doit être droite, son menton droit, le regard droit. Il va le faire. Et si je vois que mon client, son corps n'est pas là, je dis, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui bloque encore? Et ça peut être une croyance. Et une croyance, vous savez, ça se fait en 2 minutes. C'est pas tout, hein, mais vous pouvez neutraliser une croyance très très rapidement. Bien. Comment le redresse-t-on, Zora? Eh bien, tu lui demandes quels sont ses besoins. De quoi? Qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il peut y avoir une simple croyance, comme je viens de le dire. Ou peut-être qu'il est peut-être pas prêt, ou peut-être qu'il fait plaisir, il répond pour faire plaisir au coach. Simplement vérifier, il faut simplement, toujours dans le non-jugement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi je le dis, je vois tes épaules qui sont basses, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelle est l'émotion qu'elle a maintenant? Et tu pêches les émotions, à ce moment-là. Et alors ça fait un beau coaching. Alors, vous pouvez voir des clients, j'ai mis la slide, c'est la dame en rose qui est sur la jambe de la personne, une dépendance émotionnelle. Et je peux tomber amoureux, moi, de mon coach. Attends, je ne parle pas de la règle 23 du code éthique, c'était d'abord la 18 et la 23 maintenant dans le nouveau code éthique qui vient de sortir en juin l'année passée, juin 2015. Sachez que le code éthique a changé. Hein, il y a un peu plus de règles et ils prennent surtout compte des coachs internes en entreprise. C'est très très bien. Donc, cette dépendance émotionnelle, je ne parle pas donc, la règle 18 c'était une question sexuelle, je ne parle pas de ça du tout. Je parle d'une dépendance d'enfant à parent. C'est vraiment cette dépendance-là je parle. Ou dépendance du processus. Ou pour référer à Woody Allen qui parle de son psychanalyste, je veux en parler à mon psy. Et si chaque fois quelqu'un doit faire une action et dit je dois appeler mon coach, là vous créez une dépendance émotionnelle.
Alors, la victimisation, c'est Calimero, moi je sais pas le faire, ça ne marchera pas, etc. Ça se confronte. Bambou, l'humour, bienvenue. Petite provoque, bienvenue. Sauf quand la personne est en deuil. Elle a droit à victimiser. Laissez-lui son temps. Elle a besoin. Et si vous la bloquez dans sa victimisation, c'est bon. Alors, je réfère à Françoise Kourilski, du désir au plaisir de changer. Femme magnifique, elle dit, et je me réfère à Paul Vaslavic aussi, qui dit, mais prescrivez le symptôme. Moi je demande, mais tu as besoin encore de combien de temps de victimisation? Allez, on se donne 5 minutes? Vas-y, je t'écoute. Et alors la personne vide son sac, et en avant, you spit it out. Ça sort, et c'est bon. D'accord? Et quand la personne a l'occasion, a l'espace pour faire sa victimisation, en disant, écoute, moi je te donne 5 minutes montre en main, ça va? Allez, go! Mais je ne vais pas le dire sous ce ton-là, évidemment, parce que là, je suis un peu secouante. On ne va pas faire du cocktail exotique, on est bien d'accord. J'ai dit, écoute, bon, j'entends que tu victimises, je te laisse encore combien de temps? Je te laisse faire. Mais bon, on se donne 3 minutes, on se donne 5 minutes, ça va, c'est bon. Et là, la personne elle-même va se redresser, parce que elle-même va réagir. Testez, vous verrez. La passivité, il y a des comportements passifs. Je zappe ça, j'y reviens dans une autre slide. Le manque d'estime de soi, je ne me sens pas capable, je ne me sens pas capable, valable de faire, puisque l'estime de soi, je vous rappelle, c'est je suis capable, c'est les compétences, mais je suis valable, c'est la valeur personnelle que je me donne à moi-même. Et ça, c'est important pour vous d'analyser ça. 95% de nos coachings ont trait à l'estime de soi. Je vous le rappelle, c'est souvent, j'ose pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je donne la permission, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis capable de... Donc attention à ça. Ça peut être aussi un manque d'autonomie chez le client, si le coach n'a pas compris, et j'insiste sur cette compétence 3, qu'il faut une parité. C'est-à-dire, c'est pas moi coach qui sais, toi pas. Je ne suis pas en okness. Quand je dis parité, c'est okness. On est la même, on regarde ensemble, Saint-Exupéry. Donc, on regarde ensemble de la même direction. Moi, je ne suis pas assise en face de mon coach. Je suis assise comme ça. Vous avez mes petites photos, ils sont là, ils sont derrière moi. Vous pouvez peut-être les voir. Ils sont vraiment à 125 degrés, avec une petite table, on met la théière dessus, et bon, ou de l'eau. Bref. Je ne suis pas en face de mon client. Si je pouvais être à côté de lui, je le ferais. On se donnerait des torticolis respectifs. Donc, on regarde ensemble dans la même direction. Bien. Et alors, l'état du moins enfant soumis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où le client va accepter les actions, ou va se manquer d'autonomie par rapport à son coach, parce qu'il fait l'enfant, tout simplement. Bien. Alors, le manque d'autonomie chez le coach, c'est l'autre versant. Alors, attachez votre ceinture. Bien. D'abord, la posture financière. La posture financière, je vais vous le dire une fois de plus, je le répète à tous les participants à Novaterra. Hier soir, on avait une séance d'information, je leur ai dit d'emblée. On ne fait pas du coaching pour payer sa note de gaz. Je répète, on ne fait pas du coaching pour payer sa note de gaz. Pourquoi? Parce qu'on aura tendance à désautonomiser le client, parce qu'on a besoin de lui pour payer sa note de gaz. C'est QFD. Donc je vous invite vraiment à diversifier vos activités ou faire en sorte que le coaching soit confortable financièrement. J'ai peur, moi, quand j'ai des participants qui rentrent dans la formation, qui me disent « Ah, je vais changer de métier ». Non, pas maintenant. Fais-toi ta clientèle, tu verras, donne-toi ton temps. C'est comme un jeune avocat, comme un jeune médecin, comme un jeune consultant, il faut du temps pour bâtir sa clientèle. Donc, si vous ne le faites pas comme ça, ou alors avoir un très très bon réseau, le client va sentir que vous êtes besoin de son argent. Ce n'est plus de coaching parce qu'il y a un manque d'autonomie, on n'a pas de parité, la compétence 3 n'est pas respectée. Chien affamé ne s'éloigne jamais de sa poubelle. Joli. Merci, Messiah. Merci. Alors, le manque d'autonomie est émotionnel. Je vous raconte, je fais une conférence à l'ICF et je vois un monsieur qui avait vraisemblablement envie de jouer des mécaniques avec moi. Et donc, il me dit, moi, je coach un chef d'entreprise, il vient toutes les semaines chez moi et il est très très content.
Moi, je suis pas très contente d'elle, etc. Je dis, bon, on va l'appeler Gérard. Chez moi, tous les coachés, tout le monde s'appelle toujours Gérard ou Isabelle. Bon, je dis Gérard. C'est qui a besoin de qui? Je ne connais pas un chef d'entreprise qui s'appelle de ce nom, qui a besoin de son coach toutes les semaines. Et tout d'un coup, j'ai vu mon Gérard qui s'est un petit peu décomposé en disant, ben oui, est-ce que tu as besoin de lui pour ton ego? Pour te dire, ah, j'ai un chef d'entreprise qui vient chez moi parce que je le vaux bien. C'est quoi ça? Travaille un peu sur toi. Bon, j'ai pas dit ça devant tout le monde, rassurez-vous, je vais pas l'humilier, ce brave garçon. Et donc, ce n'est pas du tout dans mon caractère, ma façon de faire. J'ai dit, es-tu bien sûr qu'il y a parfaite autonomie des deux côtés? Ça, c'était ma question. Est-ce que l'autonomie, elle est vraiment, est-ce qu'une autonomie émotionnelle existe dans ce cas de figure? Et je l'ai vu qu'il a vraiment, il a blémi, il s'est posé la question. C'est un aha moment. Alors, justement, parce qu'il y a aussi cette dépendance égotique. Mon ego a besoin d'avoir tel client, donc j'ai tendance à le retenir parce que ça fait bien. Attention à ça. Mais ça peut être aussi un processus peu clair, c'est-à-dire un processus peu clair parce que j'ai envie, parce que la compétence du n'est pas faite, parce que le cadre n'est pas très clair. Bon, puis le draveur soit parfait, le fait plaisir, fait des efforts, où j'ai envie de donner trop à mon client, où j'ai envie que ce soit trop bien, donc je ne vais pas me permettre de m'arrêter. Et puis aussi le mix entre les métiers. Alors, ce que n'est pas le coaching, je vous rappelle, on n'est pas dans le conseil, on n'est pas dans la psychanalyse, on n'est pas dans le mentoring, c'est du coaching, dont une parité. Alors, les rythmes des actions, ce que je vous disais, c'est que attention à ça. Attends, je vais d'abord répondre à la question de Clio. Je vais répondre à ta question, Clio. Que faire si je me sens dépendante de mes clientes, que je passe un vrai bon moment avec toi, avec eux, avec toi aussi. Je te réponds en 2 slides. Sur le rythme des actions, phase de construction, phase de deuil, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'est que les actions seront beaucoup plus actives et volontaires et nombreuses quand la personne est en phase de création. Et quand elle est en phase de deuil, de grâce, respectons cela. Bon. Donc, quand le deuil doit se faire, qu'est-ce qui se passe? Ralentissez le rythme. Comprendre que la personne a besoin de son temps. Elle a besoin de passer par la vallée des larmes. Je me réfère à la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Mais je vous invite aussi à regarder avec vos lunettes d'une façon différente les comportements passifs. Parce qu'il peut y avoir un deuil derrière. Alors, c'est quoi un comportement passif? D'abord, c'est ne rien faire. C'est peut-être quelqu'un qui reste en contemplation. Mais c'est surtout aussi la suractivité. Les gens, j'ai jamais le temps de rien faire parce que mon agenda est trop plein. Souvent, c'est une fuite en avant parce que j'ai pas envie de voir quelque chose que je suis en train de perdre ou qui sera plus comme avant, maintenant, et pour lequel je ferais bien de faire mon deuil. Et là, mon coach peut m'aider. Sans nécessairement passer vers la psychothérapie. On est en coaching, je répète. Mais ça peut aussi de la suradaptation. Je ne me reconnais plus parce que je dis oui à tout le monde. Alors le manque d'assertivité, gratter un peu ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a une perte de quelque chose? Est-ce qu'il y a un deuil? Je rappelle que le deuil, c'est pas nécessairement une personne. Ça peut être aussi un animal, ben oui, une maison, un objet, mais une image de soi. Une capacité physique qu'on peut avoir, le fait qu'on vieillit, tout ça ce sont des deuils, on en a tous les jours. La perte de son patron bien chéri et bien aimé, etc. Bon, c'est toute une série de deuils. La perte d'une promotion, la perte d'un rêve, on en fait pas mal. Donc, une personne qui est agressive, le fameux mobber, donc le harceleur, celui qui fait, c'est un terme établi maintenant, le mobbing, donc l'harcèlement moral. Il peut y avoir du harcèlement sexuel aussi, mais le moral est plus fréquent. Le chef tyrannique, qu'est-ce qu'il cache comme souffrance? Alors, on ne parle pas de souffrance dans le cadre du coaching. D'abord, il ne viendra pas nécessairement chez vous. Mais en revanche, on peut sachez vous-même en filigrane qu'il peut y avoir un deuil non terminé derrière, donc aller gratter une fois de plus. La procrastination, vous la connaissez, je vais surtout pas faire aujourd'hui ce que je vais faire demain, où je remets à demain à longueur de temps. Ça, une fois de plus, il peut y avoir, gratter une fois de plus, aller voir ce qu'il y a derrière. Il peut y avoir des croyances, mais il peut aussi avoir un deuil pas terminé. Et alors la prise de risque excessive, je vais te faire des actions, je vais foncer, je vais faire ça, c'est le E du Smart Tech. Donc vérifiez l'écologie. Donc, c'est très important, ça. Alors, avançons. Parce que finalement,
Notre job de coach, c'est quoi? C'est arriver vers ce changement profond qui, dans 95% des cas, 95% des cas, le travail c'est le changement d'attitude et de croyance. Tout coach, ACC on va le laisser faire, mais le PCC, à partir du moment où vous êtes PCC, vous ne pouvez plus laisser passer une croyance. Vous sentez qu'il y a une croyance dans un propos de vos clients, arrêtez-vous. Vous demandez, est-ce qu'il y a une croyance là? Qu'est-ce qu'on fait? On la met au parking ou on s'en occupe et on revient vers le fil rouge après? Vous ne pouvez pas laisser passer. Alors, quand la croyance est portante, on s'en fiche. Très bien. Au contraire, on s'élève. Mais c'est quand la croyance est limitante. La personne va sortir de chez vous. Elle va dire, oui, je vais le faire. Je me réfère au niveau logique. Mais comme la croyance n'a pas été adressée, elle va pas pouvoir faire son action. Et là, vous vous retrouvez dans la passivité. Ok? Donc, attention aux croyances. Faites très attention aux croyances. Alors, quand quelqu'un dit, essayez, je vais essayer de le faire. Moi, je prends pas. Les essais, je prends pas parce que tu te prépares à échouer. Moi, je préfère que tu expérimentes parce que là, tu es dans l'action et j'aimerais que tu te mettes dans beaucoup de douceur vis-à-vis de toi, c'est-à-dire dans l'acceptation de l'erreur possible. Si tu es dans le choix parfait, comment tu vas faire pour apprendre à lâcher? Qu'est-ce que tu vas faire pour te lâcher les baskets, en fait, et accepter que ce ne soit pas parfait à 100%? Ça n'existe pas. Les personnes qui peuvent avoir des notes à 100% du temps, ça n'existe pas. Donc, comment lâcher? Et donc, j'aimais bien quand nous avons la chance dans Novatera d'avoir Pamela Richard qui est un de nos formateurs et un assesseur. Pamela qui est une des créatrices en fait des co-écrivaines des 11 compétences. Et on est en train de parler, on prenait un café ensemble et j'ai dit tu sais, j'ai une expérience, bon. Moi, le mot échec n'existe pas dans ma bouche, mais je peux avoir des expériences négatives comme on l'apprend en PNL. Sylviane, there is no negative experience, it's only learning opportunities. Il n'y a pas d'expérience négative, ce sont seulement des opportunités d'apprentissage. Je suis restée, waouh, génial. Je vous la replace. Donc, retenez que toute expérience, en fait, ce sont des apprentissages, mais je vous apprends rien de neuf. Vous le savez très bien. Bon. Alors, pour répondre à ta question maintenant, Clio, je quitte la prestation. Alors, tu aimes bien ton client. Alors, je te rappelle une chose, c'est que tu quittes la prestation, mais tu quittes pas ton client. Tu as terminé ta prestation. La Noël approche, le nouvel an. Envoyez les cartes de vœux et tu vas envoyer une belle carte de vœux à ton client que t'aimes bien. Maintenant, tu sors de ta prestation. Mais la relation peut se maintenir. Maintenant, on va dire 90% des clients vont partir. Mais moi, souvent, ça m'arrive d'avoir un client. Oh, celui-là, j'en ferai bien un ami ou une amie. Quelle personne magnifique. Mais pas dans la prestation. Il faut choisir sa casquette. C'est une casquette ou une autre. Il faut choisir. On ne peut pas faire les deux. D'accord? C'est du coaching sauvage. Il faut un cadre. À partir du moment où le cadre est clair, rien n'empêche de développer une relation. Moi, je connais un coach qui a épousé sa cliente. Ok, et alors, tant mieux, ils sont heureux, mais il n'est plus coach, elle est plus cliente. Donc il faut choisir son cas d'espèce en fait. Et je t'invite à terminer ta prestation, si tu as envie de continuer la relation avec le client. Up to you, my dear. Donc, et oui, petite expérience. Je supervise pas mal de coachs qui m'expliquent quand ils font leur certification qu'ils ont pris plaisir à contacter leurs anciens clients parce qu'ils avaient besoin de la permission. Vous savez, quand on fait le tableau Excel avec ce qu'on appelle le client log, la reprise des heures pour votre certification, vous devez donner le nom des clients. Il faut leur demander la permission d'être dans le tableau. Donc, vous allez envoyer un petit mail en disant, voilà, je fais ma certification, est-ce que vous êtes d'accord de vous trouver dans mon tableau Excel qui atteste que vous avez bien fait, qu'on a fait du coaching, que j'ai fait du coaching avec vous. Le nombre de clients, vous allez être étonnés, qui seront contents de vous voir. Oh, comment tu vas? Et en fait, sortez du paradigme que vous dérangez. Sortez du paradigme qu'il faut être plus catholique que le pape. La relation est une bonne relation, simplement la prestation est terminée. D'accord? Alors, je termine ma slide, puis je réponds à ta question, Laurie. Donc, aussi, le client aime les signes de reconnaissance. Donc, quand on termine une chose, moi, régulièrement, quand je termine, j'ai ma séance de bouclage. Le bouclage, j'ai mis mon protocole, et je lui dis toujours,
Je vous vois, on va dire, 25% de mes clients, mais en Belgique, on tutoie très facilement parce qu'on a une culture flamande et anglo-saxonne. Et donc, on tutoie énormément. Moi, j'ai dit, ça me ferait très plaisir que tu me donnes des nouvelles de temps en temps pour voir comment tu évolues. Et j'ai comme ça des clients qui, tous les 6 mois, tous les ans, ou quand ils ont une promotion, ils envoient un petit mail à leur coach. Et moi, je réponds, et je suis fière de toi, toutes mes félicitations. La relation est là. La prestation est terminée. Et ce qui veut se passer, c'est que le jour où votre client a besoin de faire une piqûre de rappel ou de revenir chez vous parce qu'il a une nouvelle problématique, il va revenir tout naturellement. Donc, rien ne vous empêche d'avoir une relation. À partir du moment où elle est authentique, tout est possible. Et alors, voilà, mes 2 dernières slides, parce que je suis dans les temps, cher Philippe. La séance de bouclage. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une séance de bouclage? C'est demander un feedback, avoir un protocole de feedback, c'est-à-dire bien rappeler, vous faites un protocole sur mon travail et par sur qui je suis. Faites votre protocole avec les questions que vous avez envie de poser. C'est oser demander aussi un témoignage sur votre site internet, pourquoi pas. Si le client est content, allez-y, servez-vous. Et même, vous pouvez aller plus loin ensemble. Le mentoring, je réponds maintenant à ta question, Laurier, c'est faire en sorte que dans l'entreprise, si c'est un coaching exécutif, que l'entreprise ait un suivi après coaching. Souvent, la personne perd son coach puisque la prestation est terminée, elle se trouve un peu seule. C'est le moment de dire qui vont être tes parrains maison, qui vont être un mentor ou 2 mentors maison pour t'aider, chez qui tu peux te référer si tu as un problème, et donc, ou si tu as une question à poser. Donc c'est une personne, ce sont des programmes de mentoring, et en entreprise, il y en a de plus en plus aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Et donc c'est des personnes plus expérimentées et là c'est un transfert de connaissances, un transfert d'expérience, c'est vraiment ça. Mentor, je rappelle, était le meilleur ami de Ulysse. Et quand Ulysse est parti à l'Odyssée, il a demandé à un mentor de s'occuper de son fils Télémaque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bien. Alors, quand vous allez plus loin encore, en faisant ça, vous instaurez une culture de coaching parce que les gens que vous coachez en entreprise, ils ont l'air plus cool, ils ont l'air plus heureux, ils sont plus efficaces. Donc, on sent que l'adéquation entre la performance et le bien-être est là. Et automatiquement, ça fait un effet rayonnant. Et ils vont vous envoyer des clients ou les RH vont vous envoyer des clients. Donc, terminez bien, n'ayez pas peur de perdre, de terminer la relation, ne perdez pas le client, de terminer la relation proprement, parce que ça peut vous faire de nouveaux clients après. Et je termine, donc on se quitte en fait en pleine autonomie. C'est quoi? Je fais confiance en mon client et en sa capacité de mettre en œuvre les décisions qu'il a prises, suite à des changements de croyances. Il ne reviendra plus dans ses vieux atavismes. Peut-être que oui, après 2-3 ans, une petite piqûre de rappel, quelques séances, et c'est bon, il sera habitué dans ces nouvelles croyances. Alors, je fais confiance dans le processus et comprends qu'il faut du temps pour que des nouvelles habitudes s'installent. Moi, je demande toujours coaching minimum 3 mois. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas les 3 mois, comment vous pouvez être le témoin des progrès? Il faut du temps pour mettre des progrès. Il faut que la personne ait le temps de pouvoir se tester dans un nouvel environnement. Il faut que la personne ait pu avoir ses réunions, elle a pu montrer son assertivité nouvelle. Si les réunions n'ont pas lieu, la personne n'a pas l'occasion de s'exercer et d'expérimenter. Donc le coach n'a pas l'occasion de suivre. Donc, soyez conscient du cadre également. Je laisse le client partir une fois les objectifs atteints. C'est bon. Je ne suis pas son maman, son popo. Je ne suis pas son mentor, je suis son coach. C'est-à-dire, moi, je suis sur le banc, c'est lui qui est sur le terrain, c'est mon champion. Il est bon, ok, c'est bon. Je sais qu'il reviendra s'il a encore besoin d'une piqûre de rappel ou s'il rencontre une nouvelle problématique. C'est bon. Ayez confiance en vous. Donc, j'ai confiance en moi et dans le processus. Et je lâche. Et en faisant un beau lâcher prise, vous montrez que vous êtes sûr de vous, sûr de votre processus, et vous faites confiance à votre client. Et il vous recommandera d'autres personnes. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il est 20h54 à ma montre. Voilà. Moi, j'ai la capacité de vous quitter ici. C'est que s'il n'y a pas de client, si vous êtes bien, indiquez-moi seulement. Si le client avance toujours vers de nouveaux défis et veut ton accompagnement, et ça fait l'objet d'un nouveau contrat avec un nombre de séances qui est tout à fait défini. Et voilà. Merci Zora, merci Adeline.
Merci Clio, merci Béatrice, voilà, voilà. Si quelqu'un décide de ne pas poursuivre, hop, zut. Merci. Merci, merci, un régal, merci. Merci, bravo. C'est super, merci. Mais c'est à moi de vous remercier. Et là, je vais juste vous poser une question. Mettez un petit peu sur un papier les 3 choses que vous souhaitez, que je vous souhaite pour 2016. 1, 2, 3. Et vous vous dites que je vous envoie la bonne énergie positive pour que ce soit réalisé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Belle année 2016. Prenez bien soin de vous en fin d'année. Prenez le temps pour faire tout ce dont vous avez besoin. Prendre du temps pour vous. All the best. Tous mes vœux pour vous. À bientôt. Merci Sylviane. Et voilà, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter une merveilleuse année 2016, de nombreux clients heureux de coaching et de développement personnel et de joie et de plaisir. Pour le Philippe, je ne savais pas que c'était toi qui étais sur la carte. avant d'avoir recoupé ma barre. Voilà. Il y a un petit trait, il y a un petit peu de ressemblance là. C'est bien. Il y a une demande, juste une chose, permets-moi juste de montrer une slide. Tu veux bien me montrer ma toute dernière slide, tu veux bien? C'est celle-là avec les livres, voilà, dont je parlais. Voilà, parce qu'il y a une demande là. Code coaching commenté, communiquer avec toxicité, restez prêt. Voilà. Zoup. Et pour ceux qui parlent le russe. À bientôt. Bonsoir à tout le monde et passez de très très bonnes fêtes. Que l'année 2016 soit pleine de lumière pour vous.